Salut bande de petits vénards, c'est Tonton Zombie qui est là pour vous et toujours debout. On va se faire pouic en nostalgiant dur avec vous, vieux décrépits que vous êtes, mais sans avoir besoin de PayPal pour trouver du bonheur. Viens chercher bonheur. J'ai déjà traité des 2 premiers albums de Hulk chez Haredi dans la collection Gamma dans des vidéos précédentes, et je poursuis aujourd'hui en odieuse description cette douteuse exploration de la collection en défraculant ce 3e album Haredi nommé Les Combats de Hulk, datant du 2e trimestre 1979 avec une couverture Incroyable du cul. où on voit le géant de jade opposé au fauve. Tout un programme, isn't it? Eh bien, si vous comptez voir cette histoire, vous pouvez vous asseoir sur un cactus, mes petits roudoudous. Parce que dans cet album, il n'y a pas la moindre trace de cette bagarre entre les deux. Pas de géant vert enfonçant ses ongles de brutosaure dans la jungle délicate de la fourrure bleue de The Beast. Que nenni, Haredi a menti. C'était la mode à l'époque. Ce qui nous permet d'affirmer qu'ils sont cliniquement cons chez Haredi. Garde la foi, gros. Croyez-moi, Haredi, on ne vous oubliera pas le jour du grand soir. Allez, envoyez de bousin. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Ces albums d'un fort beau gabarit regroupent The Incredible Hulk numéro 157 à 159, datant de novembre 1972 à janvier 73. Oh, quel beau mois! Le numéro 157 est réalisé par Archie Goodwin, dessiné par Herb Trim et ancré par Sal Trapani. Au risque de faire rager les fragiles, les dessins d'Herb Trim sont faits avec les fesses. Mais justement, Zombie, sache que l'art a besoin d'une certaine forme de corporité pour s'exprimer. Ta gueule. Mais passons tout de suite à l'histoire, je vais vous la faire courte, Valdheim. Le retour du micro vert, où il a fait un séjour mouvementé en compagnie de Jarella, qui a connu une fin abrupte, c'est le moins qu'on puisse dire, Hulk revient sur notre bonne vieille terre. Et là, tout de suite, j'interviens pour dire qu'il y a une coucougnette dans le scénario au sujet du royaume de Jarella, se trouvant dans le micro vert. On nous dit qu'il est caché dans les atomes de notre monde, mais le Fantastic Four 282 ne dira pas la même chose. T'as vu le jeu de mots? Fantastic Four, la chose, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire pas compris. En fait, l'épisode des Fantastiques nous dit que le microverse est accessible via le processus de rétrécissement qui amène finalement celui qui l'emprunte à se diriger vers une autre dimension qui existe en dehors de celle-ci et donc pas dans les atomes de notre monde. Tu sais pas, gros. Non mais ça fait une sacrée différence. Bref, le retour du gros machin vert n'est pas passé inaperçu car il y a un vaisseau dans l'espace appelé Omnivac, piloté par cet être ridicule qu'on appelle le leader, qui est très intéressé par le géant de jade, mais surtout qui pue le somme. J'ai jamais vu un mec aussi rancunier, à part bien sûr Madame Thatcher. Au même moment sur la côte ouest, le corps inconscient du Rhino prend soudainement vie et se fraye un chemin hors de l'hôpital psychiatrique dans lequel il a été laissé depuis sa dernière défaite face à Hulk. En fait, le Rhino est dans le coma depuis cette défaite vue dans l'Incredible Hulk numéro 124. Le corps comateux est attiré vers un navire et il est transporté vers l'Omnivac. Le leader, immobilisé physiquement suite à sa dernière rencontre avec Hulk, visiblement tout le monde se fait casser la gueule par Hulk quand même, veut se venger du gros tas de muscles. Bon alors j'ai fait des recherches pour vous, et il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, le leader s'est bastonné contre Hulk dans The Incredible Hulk 147. Bien que paralysé, le leader est finalement guéri à la suite des événements du Marvel Fever numéro 11. Ah, c'est clair que t'as fait des recherches, gros. Bref, comme disait Pépin, le leader prend le contrôle du corps du Rhino et lui fait apparaître une nouvelle armure. Il est prêt à aller chatouiller la prostate de Hulk. Attention, cette phrase sortie de son contexte peut être mal interprétée. Tu m'étonnes. Les deux bolosses s'affrontent et l'histoire se termine avec Hulk et le Rhino embarqués sur une navette qui file dans l'espace. On remercie Haredi d'avoir mis la vraie fin de Hulk 157, car Haredi aurait pu prendre la réédition de cet épisode dans le Marvel Super Heroes, qui est totalement différente et débile. J'ai trouvé les dernières cases et je vous les montre car je suis un chic type. Puis l'album Haredi poursuit avec Incredible Hulk 158 de décembre 1972, écrit cette fois-ci par Steve Gerber et dessiné par Herb Trim et Sal Trapani. La fusée transportant le Rhino et Hulk part dans l'espace. Rapidement, l'emprise du leader sur le Rhino s'efface. Sans aucun souvenir de la façon dont il est monté à bord du navire, le Rhino ne comprend pas pourquoi Hulk veut lui traire le boule. Les deux mastodontes continuent leur baston dans l'espace alors que le vaisseau devient incontrôlable et se perd dans les confins de l'espace. Franchement, tu vois mal comment le Rhino pourrait être de taille dans ce combat. C'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Le vaisseau en orbite autour du Soleil traverse l'atmosphère de la contre-Terre, vous savez, la seconde Terre créée par le maître de l'évolution. Vous me suivez toujours? J'ai arrêté de suivre au générique, gros. Hulk fait tomber le Rhino de son navire, puis atterrit dans une ville où il interrompt une bataille entre les hommes bêtes de Cobra et le groupe de rébellion de Porcinus. Oui, les mecs, ils s'appellent comme ça. C'est complètement choco, Pépito. Tout ça sous le regard d'un Warlock qui en a complètement osef. Il semblerait que cette apparition de Warlock et de ses disciples
se situe entre les événements du Warlock numéro 2 et 3. Je m'en branle, mec. Ouais, bah tu te laveras les mains après quand même. Hein. Et cette émission est quelque peu vulgaire. Bon, je vous passe les bastons entre les deux factions rivales, Hulk chez Porcinus et le Rhino chez Cobra, la rencontre du doublon de Bruce Banner. Le leader voilà en tout cas un moyen de se débarrasser de Hulk en le laissant sur la contre-terre. Il tente de faire repartir son vaisseau. Hulk parvient à sauver le Rhino et, remarquant que le navire est sur le point de décoller, il emporte le Rhino inconscient avec lui. Alors que le navire s'éloigne de la contre-terre, sur Terre, Betty Ross et Glenn Talbot se marient le cul, créant dans l'intrigue de Hulk un nouveau rebondissement digne d'un feuilleton des Feux de l'amour. Vous ne trouvez pas ? Non. Bruce Banner perd définitivement la femme qu'il aime et il ne peut rien y faire. Il est impuissant, même avec toute la meilleure volonté du monde. Il souffre du syndrome du tyrannosaure. C'est quoi ça? Il peut pas se branler car il a de trop petits bras. L'image est quelque peu fantaisiste, mais somme toute assez bien symbolique. J'ai jamais vu autant de vulgarité dans une vidéo. À part bien sûr chez Madame Thatcher. Enfin, l'album Haredi nous propose l'Incredible Hulk 159 de janvier 1973. Oh, quelle belle période! Cette fois-ci écrit par Steve Englehart. Bruce Banner contrôle le vaisseau qui était guidé mentalement par le leader et retourne sur Terre. Thunderbolt Ross, qui se rend compte que la menace de Hulk revient vers la Terre, ordonne de tirer les missiles pour détruire la fusée. Ce qui est une stratégie pourrave quand on y pense, qui a très peu de chances de réussir. Ses chances d'abattre Hulk sont de 6%. C'est ce qu'on appelle la strat centre-droit, plus communément appelée strat Benoît Hamon. Et alors, ça a marché? Bah non, forcément. Un missile touche la fusée, mais ne tue pas Hulk qui tombe avec le Rhino dans le désert. Et je trouve que pour le Rhino, c'est Ross. Pendant ce temps, l'abomination se réveille après 2 ans dans le coma, comme ça, sans raison. Mais ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, je confirme. L'armée le confond avec Hulk et l'enferme dans une super cellule. Ross, dont la seule force tient dans ses flingues ou dans sa queue, rayez la mention inutile, libère l'abomination à condition de tuer Hulk. Le méchant accepte de rencontrer Hulk dans le désert pour lui faire remballer son tam-tam. Au cours de la bataille, l'abomination révèle à Hulk, dans un acte d'humour cruel, que Betty a épousé Glenn Talbot et qu'ils se sont rendus à Niagara Falls. Hulk défonce l'abomination avant de prendre la direction des chutes du Niagara. Bon, alors regardez-moi ces abrutis de chez Haredi. Ils ont oublié de remplir une bulle. Franchement, les bras m'en tombent. Et pourquoi t'as foutu cette photo? Parce que j'imite très mal les manchots. C'est incroyable quand même de ne pas remplir toutes les cases. Heureusement, dans ma grande magnanimité, je vous ai retrouvé la case originale et bah, c'est juste des rires. Ah! Ouais, je sais, c'est décevant comme Ready Player One, et dire que j'ai payé une place de cinéma pour aller voir ça. J'ai de la crème si tu veux. Voilà, cette présentation de ce 3e album gamin consacré à Hulk est terminée. Ouais, et on peut pas dire que ça nous colle une mimole. La fausse couverture racoleuse et malhonnête, comme certaines choses qu'on trouve du côté de Levallois-Perret, montre bien comment Haredi s'en battait les steaks de ses lecteurs. J'ai rarement vu une attitude aussi méprisante, à part bien sûr chez Madame Thatcher. Les dessins sont pas ouf, et on est loin, à la contemplation de ce bouquin, d'exprimer un « youpi, je suis joie ». Alors pourquoi t'en as parlé? Parce que ma grand-mère est fan. Ouais, ça se tient. Sur ce, il est temps de nous quitter. N'achetez pas chinois, mais laisse pause bloc quand même. C'était Pop Zombie dans le tube. Ciao les gros! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te... Non, Abdel Razafri. Abdel Razafri. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! この番組はご覧のスポンサーの提供